Tottenham a enfin mis les moyens d'un grand club. Maintenant, est-ce qu'ils ont pour autant une grande équipe? C'est ce qu'on va voir. Bonjour à tous et bienvenue dans PL Show, votre émission 100% Première Ligue et 100% football anglais. Aujourd'hui les gars, voilà, vous voyez, on va parler de Tottenham, c'est un nouvel épisode de l'autopsie. Vous voyez les gars, j'ai mis le petit maillot de Marseille, c'est pour rendre honneur à mon invité et aussi pour vous annoncer un truc les mecs, je suis officiellement community manager chez Massilia Zone. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner de la force, voilà, c'est un nouveau projet pour Bravo. moi, donc voilà. Et les gars, j'ai un invité aujourd'hui, je suis très content de l'avoir, je l'ai découvert dans la nouvelle voie de l'after, demi-finaliste. Pour moi, je le dis, il aurait dû aller en finale, mais ce n'est que mon avis. C'est Sofiane, gentil. Sofiane, salut à toi Sofiane. Comment tu vas, Simon, ça va? Salut, ça va Je suis frérot. très honoré de ton invitation, honoré que tu aies pensé à moi pour ce petit podcast sur Tottenham. C'est avec plaisir. Je suis ton travail depuis longtemps sur le compte Sunderland France et à travers les différents contenus que tu proposes. Donc je suis très content d'être là et on va parler un peu de Tottenham et un peu de football anglais. Ah, merci frérot, merci, c'est très gentil. Et n'hésite pas à faire ta pub parce que je sais que t'as aussi d'autres projets de ton côté, donc Bah n'hésite écoute, pas. moi je suis donc Sofiane Germa sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Demi-finaliste de la nouvelle voie de l'After. Donc je suis grand supporter de l'OM, spécialiste du football algérien. Donc il y a beaucoup de contenu football algérien, beaucoup de contenu Marseille et un peu en général du football européen. On a une petite émission qui s'appelle le Bello Time sur Paris. Et je suis également consultant dans une émission qui s'appelle Coup d'envoi sur Marseille, qui traite notamment de l'Olympique de Marseille, avec Bimo, Choukri et Hamza, à qui je passe le grand bonjour. Donc voilà, on les dédicace, n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler foot anglais. Alors, je sais que t'es pas forcément un fan de Tottenham, d'habitude on invite des fans un peu des clubs. Mais voilà, je sais que t'es un gros suiveur du football, je sais que t'es un gros suiveur Je de... suis pas fan de Tottenham, mais en fait, il y a quelque chose qui nous lie, toi, moi et Tottenham, c'est De Zerbi. Moi, je suis Exactement. très, très, très hype par la saison qu'on va faire De Zerbi, donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce club. Exactement, on a un grand suiveur de Roberto De Zerbi et justement, comme j'ai dit souvent dans cette série de l'autopsie, avant de savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc on va revenir un petit peu sur la saison dernière de Tottenham. Tottenham qui sort quand même de deux saisons où il termine 17ème, donc c'est pas une seule saison, on va dire une seule saison ratée. Roberto De Zerbi est arrivé le 31 mars avec une mission maintien. Il avait 7 matchs à jouer, dont un contre Sunderland qu'il a perdu d'ailleurs. Voilà, au final, ils sont maintenus. Pas beaucoup non plus d'avance sur West Ham. Plus de 300 millions de livres investis pendant le mercato. Et c'est Énormément. pas fini. Et c'est loin d'être fini encore. Ouais, c'est pas Euh, fini, ouais. Énormément de changements dans le 11. Et pourtant, première journée, défaite 3-0 de Brentford, enfin face à Brentford contre, enfin de Tottenham contre Brentford, pardon. Euh, Petite question pour toi, Sofiane. Est-ce que pour toi, De Zerbi, c'était le bon choix pour sortir Tottenham de cette spirale en fait? À ce moment-là, on va faire un flashback. En fait, on est en fin de saison dernière, on est au mois de mars. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs sur le marché. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc, il y a beaucoup de sélectionneurs qui sont en place. Il n'y a pas 1000 choix. Pour moi, c'est le meilleur choix. À ce moment-là, c'est le meilleur choix d'aller chercher De Zerbi parce que je ne vois pas qui aurait pu arriver dans ce marasme complet. De Zerbi, il avait une mission, sauver le club en quelques matchs. Il a réussi sa mission. On lui a promis un gros mercato. Le gros mercato, il est en cours, il n'est pas fini. Donc pour moi, à l'heure où je te parle, c'est comme si De Zerbi n'était pas encore arrivé à Tottenham. Parce qu'on ne l'a pas encore vu avec une équipe qui lui ressemble en pleine possession de ses moyens où on va voir vraiment ce que De Zerbi veut proposer. Donc là, pour l'instant, il bricole. Par rapport à la première journée, moi, je ne m'attendais pas à un gros match quand j'ai vu la composition d'équipe. Parce que je pense que tu es d'accord avec moi. On peut compter, allez, 6 joueurs qui ne seront pas titulaires dans le De Zerbi de Tottenham. Il va recruter un Bah, en tout neuf. cas, on espère. Hein. C'est vrai que Ouais, parce que si là, des mecs comme Mikey c'était vraiment une Moore, bouillie. comme t'as dit, comme Richarlison sont encore titulaires dans ce nouveau Tottenham, c'est quand même que le projet bat de l'aile, quoi. Exactement. Donc là, moi, je vois une équipe en train de se former. Je suis très hypé par le double pivot Tonali Fernandez. Pour moi, c'est vrai, ça va être vraiment l'interrogation cette année à Tottenham. Si ce double pivot arrive à trouver une connexion, une complicité et vraiment maintenir le milieu de terrain de Tottenham, on peut avoir un des meilleurs milieux de terrain en première ligue parce que c'est vraiment deux gros milieux de terrain. Si tu mets un Madison devant, dans un milieu à 3 où tu proposes un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 avec Madison en 10, que tu vas chercher Savigno à droite, ce sera une grosse interrogation, on en reparlera plus tard, et que tu mets un. Je ne sais pas si Marmouche, il l'a pris pour jouer neuf, pour jouer à gauche, pour jouer derrière l'attaquant.
Pour moi, je pense qu'il manque encore un vrai numéro 9 de métier. Marmoush, je le considère pas comme un vrai numéro 9. Je le vois plutôt comme un 9,5 ou un ailier. Donc, à voir Je suis comment assez il compte. d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'au club, il y a quand même Richarlison et Solanke qui sont parmi les Je plus pense gros pas qu'il salaires de compte la sur ligue. Richarlison. Je vois pas. À mon avis, s'il comptait sur Richarlison, il serait pas en train de chercher un gros neuf. Richarlison, je le vois plus en solution en sortie de banc, ou alors vraiment, est-ce qu'il va finir le mercato à Tottenham? Je sais pas, parce que c'est aussi une grosse valeur marchande. Il peut être vendu à un bon billet dans un autre club de première ligue Ouais, puis ou en surtout, Arabie Saoudite. surtout lui et Solanke, c'est des très gros salaires, quoi. Donc, ils vont pas Exactement. pouvoir Après, se ça, prendre 3 c'est. 9 Tottenham. Je pense qu'il y en aura un qui va sortir en effet. Donc moi, je suis très curieux de voir qui ils vont aller chercher en neuf, parce que là, les pistes à l'heure actuelle, c'est Cody Gakpo. Il y a Victor Osimhen, mais Osimhen quid. En fait, Osimhen quid d'Arsenal. Si Arsenal arrive à faire venir Alvarez, Osimhen il sera libre. Donc peut-être que Tottenham va aller sur Osimhen. Mais si Arsenal ne fait pas Alvarez, peut-être que Arsenal va aller sur Osimhen. Donc on est vraiment dans une dernière semaine pleine de suspense, pleine d'interrogations et pleine de surprises, Oh, c'est qui clair, fait c'est clair. que on peut pas encore bien juger le mercato de Tottenham, parce que pour moi, il n'est pas fini. C'est clair, c'est clair. Et puis, bah, franchement, moi, comme tu as dit, hein, ils sont un peu liés, enfin, main liés à Arsenal pour Osimhen. Exactement. Ouais. Ça me fait un peu penser à Liverpool avec Barcola, qui sont un petit peu liés au PSG, bah, à ce qu'ils achètent Mika Götze. Bon, au final, ils l'ont acheté, ils continuent de faire attendre à Barcola, ça Liverpool. devrait Bon, se faire. C'est juste une question de temps, à mon avis, mais ouais, ça devrait se faire. je pense aussi. Et ça devrait se faire, et ça devrait libérer Gakpo, C'est ça, justement. c'est ça, c'est ça. On va revenir du coup sur la première journée, même si on en a déjà un petit peu parlé. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absents, hein. On rappelle le 11 Kinski au goal, Gray arrière droit au lieu de Pedro Porro, Van Eke, Senesi. Alors il n'y avait pas du coup Van de Ven, Andy Robertson arrière gauche, Tonali Bergval au double pivot. Et c'est surtout en attaque, je trouve que ça manquait clairement de Ouais, c'était qualité. très très pauvre quand même. Mikey Moore, Gallagher, Matistel pour les trois milieux et Richarlison en pointe avec du En coup neuf. la rentrée de Matheus Fernandes, Betancourt, le retour de Madison sur le terrain et Solanke. Bon, Brentford mène rapidement 2-0, marque même 3-0, rate même un penalty pour le 4-0. Est-ce qu'on doit excuser ce match à ton avis ou est-ce que c'est quand même déjà alarmant? Pour moi, le constat que je fais, c'est 70% accident, 30% alarmant. Parce que quand tu regardes le 11, comme tu viens de le dire, on l'a dit, ce sera absolument pas le 11 type de Zerbi. Il n'a pas fait démarrer Fernandez. Madison, qui revenait de blessure, qui s'est reblessé avec l'épaule, c'était un peu compliqué de le mettre titulaire également. Donc, moi, je suis pas alarmé par ce que j'ai vu. J'ai vu une équipe de Brentford largement au-dessus, qui était plus près physiquement, athlétiquement, dans le projet de jeu. On sent que Brentford, au niveau du 11, c'est le 11 à un ou deux détails près, selon une folie de mercato ou pas, qui va démarrer la saison. Donc, Brentford était vraiment dans sa saison lancée. Pour moi, De Zerbi, il n'a pas encore lancé sa saison, parce que le mercato n'est pas fini du côté de Tottenham. Et il y a encore Pedro Porro qui était sur le côté, Van de Ven, il y a Kudus qui peut revenir début septembre aussi, qu'on a oublié. Donc il y a vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent s'intégrer encore dans ce 11. Donc on n'a absolument pas vu, pour moi, le 11 représentatif de Tottenham. Donc certes, il faut s'inquiéter, parce qu'on connaît le projet de jeu de De Zerbi. Et De Zerbi, malheureusement, on a pu le voir à Marseille, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'autres solutions que sa solution à lui. Donc ça, on a pu voir que quand Brentford a fait tourner le ballon, que quand Brentford a répondu avec intensité au pressing de Tottenham, on a vu que De Zerbi n'avait pas d'autre solution. Donc je n'excuse pas entièrement le coach, les joueurs ont une part de responsabilité, mais De Zerbi aussi. Non, bah après, voilà, moi, comme tu l'as très bien dit, moi, je vais faire une petite dédicace à mon ami PSV French, parce on dépasse souvent sur De Zerbi en privé. Et pour moi, De Zerbi, c'est un bon coach avec ballon. Sans ballon, pour moi, il a de Sans ballon, c'est très, pas très, bon. très Ouais. grosses Ouais. lacunes. Et voilà, Mm. moi, en fait, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que beaucoup plus que les 3 buts encaissés, c'est qu'en fait, De Zerbi, depuis 3 mois, il réclame une âme, de l'agressivité, de la personnalité. Et là, la première chose qu'il reproche après la première journée, c'est les duels perdus. Et donc voilà, ça c'est quand même, je trouve, j'ai l'impression que De Zerbi, un peu comme à Marseille, hein, parce qu'on peut en parler. Voilà, moi aussi, je le dis ici, j'ai pas de honte, je supporte Marseille aussi avec Sunderland. Du coup, j'ai regardé tous les matchs et souvent De Zerbi, tu sais, après un match où tu sentais que l'équipe dans le jeu, elle n'y arrivait pas, il disait souvent en conférence de presse, ou pas que, hein, dans les médias, en interview, enfin voilà quoi, il disait que souvent il n'avait pas aimé l'attitude de l'équipe, il n'avait pas aimé C'est la l'intensité première de excuse l'équipe. qui sort à chaque fois. Ouais. C'est souvent ça. Alors que
des fois c'est vrai, des fois c'était vrai, il y avait des vrais problèmes d'attitude, bon, comme dans toutes les équipes. Mais des fois, il y avait aussi des vrais problèmes de jeu à l'Olympique de Marseille. J'ai souvenir là des matchs comme ça, par exemple un match contre Auxerre à domicile, un match contre Angers à domicile aussi, Comme et Toulouse. contre Toulouse aussi. Enfin, sur la fin d'ailleurs, ça devenait vraiment de beaucoup plus en plus dur. Et ça, pour moi, c'est un problème que De Zerbi va devoir régler. Il se cache beaucoup derrière entre guillemets, le manque de couilles, C'est le manque ça. de tout Le ça, truc, c'est que pour cacher ses petites erreurs tactiques et son manque de Mais diversité c'est ça, tactique. le truc c'est que ça en fait, ce discours-là, on l'entend, bah, par exemple là je vais prendre pour Sunderland, on l'entend d'un Régis Lebris, qui est considéré entre guillemets comme un entraîneur motivateur, pour les mettre dans des cases évidemment. Régis Lebris, c'est quand même censé être l'entraîneur dans la case tacticien, dans la case scientifique du football. C'est un entraîneur où quand tu perds un match, tu attends pas à ce qu'ils te disent mes joueurs ont manqué de couilles, tu attends à ce qu'ils te disent ah là on aurait dû jouer avec deux milieux ici dans le demi-espace, tu vois, tu attends ce qu'ils te parlent de jeu. Et je trouve que Roberto De Zerbi ne parle pas assez de jeu à En mon avis. conférence de presse, En ouais, c'est conférence vrai. de presse. Après voilà, on n'est pas là non plus dans les vestiaires, on peut pas savoir. Juste pour revenir du coup sur Brentford, il y aura une vidéo les mecs vendredi sur Brentford. Là cette vidéo elle sort du coup mercredi. Vendredi il y aura une autopsie sur Brentford avec Brentford FR. Et désolé les frérots pour ceux qui sont encore sur la vidéo. Il y a le débrief qui devait sortir, j'ai pas pu le sortir les mecs, et j'ai une grosse galère hier soir. J'avais beaucoup bossé dessus mais j'ai pas pu le sortir. Mais vous inquiétez pas, ce week-end on va le sortir un débrief en deux parties du week-end, on va bien faire les choses. On va passer maintenant au mercato, Sofiane. Je vais rappeler rapidement les arrivées. Je vais me rappeler les départs. Les départs. Bon, en arrivée, du coup, on a Andy Robertson. Coupe-moi si jamais tu vas rebondir spécialement sur une arrivée. Et après, Qui arrive libre de Liverpool. exactement, qui arrive libre. Voilà, pas forcément le titulaire indiscutable devant Udoji. Maintenant, voilà, un bon profil de leader. Pour moi, il peut même passer devant parce que c'est quand même un bon joueur. Peut-être que physiquement, ça va être dur. Marco Senesi. Il y aura bataille. C'est clair, c'est une bonne concurrence en tout cas de bons joueurs. Marco Senesi, qui arrive pareil, libre de Bournemouth, très bon joueur avec ballon. Franchement, la saison dernière avec Bournemouth, on l'a souvent dit ici sur la chaîne, très très grosse saison. Euh, Jean-Paul Van Hecke, alors c'est vrai que c'est le joueur, enfin le joueur, non il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est un joueur quand même avec ballon qui est vachement bon. Les deux ont déjà travaillé ensemble avec Brighton avec De Zerbi, pardon. Maintenant, on va peut-être en parler après avec les départs. Peut-être que le joueur qui était là à sa place était peut-être meilleur. Romero. Non, Vuskovic. D'accord. Ok. Moi, je vais pas mentir, hein, je le connais pas, Vuskovic. Hein, il était surtout fort en Allemagne, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un Van Ecke en plus jeune et peut-être avec un plus haut plafond. Tu vois, peut-être qu'ils ont plus Alors voulu. là, très sincèrement, je connais pas le joueur, donc je saurais pas te renseigner là-dessus. En tout cas, je l'ai pris dans ma fantasy première ligue, donc voilà. Euh, donc on a, bon, je vais faire vite, hein, désolé. On a Martin Dubravka qui arrive libre aussi pour être gardien remplaçant de Kinski, donc c'est quand même enfin voilà, c'est assez fort de mettre Kinski numéro Pour un. l'instant, les recrues énoncées, c'est des recrues de Zerbi compatibles, un gardien avec un très bon jeu au pied, des défenseurs qui sont bons à la relance et avec qui on peut construire. C'est ça, exactement, franchement, exactement. Que ce soit Senesi ou Van Ecke, très bon à relance. On a Mateus Fernandes. Voilà, tu t'en parlais tout à l'heure, peut-être que tu C'est voulais la dire un grosse mot. recrue avec Tonali, ouais, c'est vraiment. Bah, en fait, Tonali, on va dire, c'est la grosse recrue niveau monnaie. Mais Niveau monnaie, mais moi j'attends plus de Mateus Fernandes. bah, en fait, Tonali, bah, en fait, tu sais quoi, vas-y, parce que pour moi, c'est intéressant de parler un petit peu de ce milieu, parce que j'étais pas spécialement d'accord avec toi quand tu disais Tonali Fernandez peut devenir le meilleur milieu de première ligue. Enfin, oui, ça peut le devenir, mais pour moi, en fait, ça le deviendra pas forcément. Euh, Parce qu'en fait, le problème, c'est que Mateus Fernandez, alors déjà, il a coûté trop cher, ça, bon, voilà, c'est le marché anglais, mais quand même, Ça, c'est le marché anglais, ça, on peut rien y pour faire. un- Ça. Moi, je regarde même non, plus mais les prix anglais parce que c'est n'importe quoi. ça devient n'importe quoi. Oui, mais pas que, parce que bah, on en parlait avant l'émission, mais quand tu vois un Solis qui a 40 millions et un Savigno à 100 millions, bon, on va en reparler après justement de Savigno. Euh, pour moi, en fait, Mateus Fernandez, ça doit être le troisième milieu de ton équipe, tu vois. Ça doit être là, en fait, il va arriver, parce que Tottenham, on le sait pas forcément en France, mais c'est quand même un club qui a une pression énorme, en fait, tu vois, un petit peu. Pas forcément comparable à Marseille, parce rien n'est comparable à l'un ou à l'autre. Surtout que tu as un club qui est méditerranéen, tu as un club qui est plus nordique. Mais c'est un club quand même où il y a une très grosse pression, où les fans sont très importants. Et Matheus Fernandes, c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui en 2 saisons de première ligue a connu 2 relégations quand même. Alors à chaque fois c'était un bon joueur dans ses équipes, mais quand même, ça n'a jamais été le joueur qui arrive à porter son équipe pour aller gagner des matchs. Tu vois, c'est un joueur qui arrive à être bon dans une équipe, mais pas à porter son équipe. Tonali,
Il l'a fait des fois à Newcastle, mais je trouve que celui qui portait l'équipe quand l'équipe avait vraiment besoin de sortir de l'eau, c'était plus Bruno que Tonali dans le milieu de terrain. Donc voilà, après, attention, les deux, enfin ça reste des joueurs de foot professionnels, ils peuvent se découvrir ça et en fait, comment acquérir cette caractéristique en fait gagner, de faire gagner des matchs. Mais En fait, maintenant, excuse-moi, je te non, coupais, mais vas-y, ils vas-y. étaient dans des équipes qui n'étaient pas protagonistes, en fait. Matheus Fernandez, comme tu as Ah, dit, il a joué Tonali le avec match. Newcastle, ça dépend. Ça dépendait des matchs. C'était voilà, l'objectif, c'était le top, allez, top 6, top 7. Mais concernant Fernandez, là, il va vraiment être mis euh, dans une équipe où on va optimiser ses qualités parce que c'est des équipes protagonistes, c'est des équipes qui sont censées avoir la possession. Lui, il était dans des équipes qui, comme tu as dit, sont descendues 2 fois en 2 ans. Donc, du coup, il n'avait pas ce même travail. Il a beaucoup couru après le ballon. Là, j'ai hâte de le voir dans un. Moi, très sincèrement, ce milieu à 3, avec Madison, si jamais il arrive à revenir vraiment à son top et à régler son problème d'épaule, ça peut être un milieu très intéressant avec Tonali en pointe basse et Fernandez et Madison en Ouais, mais relayeur ou en. en fait, t'as pas de vrai récupérateur dans ce milieu-là. Et donc, avec ce milieu-là, il faut que ton équipe elle tienne le ballon au moins 80% du temps. C'est Et ça. en première ligue, c'est très compliqué. C'est ça. Ça, c'est tout le travail de Zerbi, ce qu'il va vouloir proposer. Tu sais que, au vu de la défense, moi, je me demande même, bon, c'est un avis pour l'instant, j'attends de voir la fin du mercato, est-ce qu'il va pas jouer avec une défense à 3? Parce que il peut associer les trois Sensei pardon, Van de Ven et Van Eck, et donc du coup mettre seulement 2 milieux de terrain. Je sais pas du tout, je suis vraiment dans le flou par rapport à ça. Je me dis que l'arrivée de Savigno, qui est vraiment un ailier qui mange la ligne, qui colle la ligne, ressemblerait plus à un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, mais j'ai pas la certitude tactique qui va jouer à 4 défenseurs, donc avec un double pivot. Ouais, non, c'est vrai qu'on est encore un peu dans le flou de ce que Roberto De Zerbi va faire, ou peut-être même qu'il va nous faire un peu une Maresca en mettant peut-être un Van Ecke milieu de terrain, qui sait. Voilà, Tu on sais sait que pas, Van hein. Ecke milieu de terrain, alors je sais pas si c'est lui qui l'a fait à Brighton, mais j'avais déjà vu un match de Brighton où, parce que voilà, moi, faut savoir, je suis quelqu'un qui aime parier sur Jean-Paul Van Ecke buteur, tu vois. Il a souvent une grande cote et il se procure souvent des occasions, il tire souvent de loin et tout. Ok. Je me rappelle Bon tips pour les parieurs qui sont là, comme ça, moi, et vous le c'est ça, saurez. si vous voulez, voilà. L'année dernière, je l'avais mis buteur sur un match. Il te fait une frappasse de 30 mètres qui fait barre. Je Il me a une dis, bonne ah frappe, là donc là là là. ok, C'est ça, c'est ça. intéressant. Donc pourquoi pas, hein. Euh, On va parler maintenant des. Non, attends, il y a une autre arrivée qui a été officialisée aujourd'hui. Savigno, en provenance de Manchester City. 75 millions de livres, plus 10 millions de bonus selon la presse. Bon voilà, on l'a dit, il a des droits capables de créer, capables d'éliminer, capables de marquer. Capable de marquer, je sais pas, 2 buts la saison dernière. C'est un dribbleur, c'est un feu follet. Après, on sait que Guardiola, ses ailiers, il les bride. Donc, est-ce que là, avec De Zerbi, il n'aura pas cette liberté de pouvoir créer, de pouvoir dribbler, de pouvoir aller sur le côté, enrouler à la Mason Greenwood? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment un gros pari pour le prix. On en parlait tout à l'heure, en toute sincérité, pour le prix là, tu aurais pu faire 2 bons ailiers. Tu aurais pu faire Malik Fofana, tu aurais pu faire Hadj Moussa, tu aurais pu même faire Nouama à la place de Malik Fofana Non, si mais tu avais le nombre de joueurs que des, tu des, pouvais prendre, des, si t'avais des craintes sur les blessures. Tu aurais même pu c'est faire deux de Solis. Pachao. Ça aurait pu faire deux de Solis. Exactement. Donc, c'est un gros pari. Vraiment, je pense que quand De Zerbi il va voir la finition de Savigno et qu'il va penser à la finition de Greenwood, il va se mouiller la nuque parce que c'est absolument pas la même Ah, ça c'est finition. clair. Et on sait que De Zerbi, dans son jeu, il a vraiment besoin de grosses individualités parce qu'au bout d'un moment, son jeu, il est assez répétitif. Et donc, du coup, si t'as pas un gros ailier ou un gros attaquant qui, 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 voilà, qui casse pas la cage et qui finit pas devant le but, ça peut être compliqué. Donc, De toute façon, dans les grosses équipes de Roberto De Zerbi, il y a toujours eu un gros lit, hein. Quand tu regardes exactement, je voulais venir À voilà, Sassuolo, t'avais Brighton avec Berardi, Sassuolo, à ouais. Brighton, t'avais Mitoma et Yankuba Minte. Bon, au Shakhtar, je sais pas, hein, je vais pas faire le Parce que mytho. dans son jeu, son jeu en triangle, il est souvent mis en place pour qu'il y ait un homme libre qui puisse se démarquer et qui puisse justement finir le travail. Donc, s'il compte sur Savigno pour être cet homme libre, euh, c'est pour ça que pour moi, Marmouche, il a été pris pour être à gauche. Parce que compter uniquement sur Savigno, à gauche, je sais pas qui tu vas mettre si tu mets Marmouche en neuf.
T'as Kudus, il revient de Matistel, blessure, Matistel. c'est un Matistel, est-ce qu'il va exploser enfin sous De Moi, Zerbi? Matistel, j'ai bien aimé. Pour le coup, l'année dernière, je trouvais que c'était un des joueurs offensifs qui apportait quelque chose, Matistel. Alors, c'était pas tout le temps propre dans Mais la c'est plus un finition. neuf aussi. Bah, alors, je suis pas si sûr, tu vois. Alors, je vais pas faire le mec qui connaît par cœur Ouais. Matistel. Avant qu'il aille à Tottenham, je l'avais quasiment jamais vu jouer. L'année dernière, il a joué quasiment toute la saison ailier, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment un joueur qui va être là dans la percussion, dans le débordement, beaucoup plus que dans la finition. Parce que justement, je trouve qu'il a peut-être un problème dans le dernier geste. Mais j'aime bien sa façon de déborder, pardon, de déséquilibrer. Après, voilà, ça reste un jeune joueur. Ça peut être un pari, Il ça peut peut être totalement quelqu'un, hein. changer. Il y a un blessé aussi qui, je sais pas quand il va revenir, normalement c'est avant la fin de l'année, c'est Kulusevski. Kulusevski Mais, aussi, mais tu c'est sais un très que bon joueur et il est blessé depuis longtemps. C'est dommage Tu sais que que. Kulusevski, alors déjà moi j'adore le joueur et je vais dire une stat, d'abord je vais dire paix à son âme pour Diogo Jota, mais Kulusevski a joué un match, ça fait plus longtemps qu'il a joué un match que Diogo Jota a joué un match. Ah ouais, non, C'est triste à dire, hein, mais c'est triste à dire, ouais. on sait pas vraiment ce qui arrive avec Kulusevski et c'était quand même un super joueur ce mec-là, donc franchement je... Exactement. Et il y a un milieu aussi que j'ai oublié tout à l'heure quand on parlait des milieux, c'est Pape Matar Sarr. Je sais absolument pas ce qu'il compte faire. Bah, S'il compte partir, il est sur le si départ il est de sur ce le que ça parle, ouais. départ. Je sais pas si c'est dommage parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé et je trouve il aurait été très intéressant comme option. En fait, ça change des profils que tu as entre Tonali et Fernandez. Il aurait été compatible pour l'associer à eux. Non, ça, pour le coup, je suis d'accord. J'aime beaucoup Pape Matar Sarr. Après, voilà, on peut aussi comprendre Tottenham. Il était en fin de cycle. C'est vrai que ça fait un moment qu'il est là-bas. Mais moi, j'aime Mm. beaucoup le joueur en tout cas. Et si Sunderland a envie de recruter un petit numéro Ah, 8, faut passer un message, ouais. je ne dirais pas non. On va passer maintenant au départ. Alors, j'ai pas les prix. Je me suis pas noté les prix. Désolé, les mecs, my bad. Alors, on a Christian Romero, quand même. Je vais pas dire légende du club non plus, mais joueur marquant du club. C'est une grosse perte, ouais. Pardon. Romero, c'est une grosse perte. Qui va à l'Atlético Madrid. On a Jed Spence, auteur d'une très très belle Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir gardé. Franchement, Je suis vraiment c'est. d'accord avec toi. Qui va à l'Inter Milan. Pardon, encore une fois. On a Vicario qui va à la Juve. On a du coup Vuskovic qui part à Brighton dans une espèce de semi-échange avec Van Ecke. On a Radu Draguzin qui part en prêt à la Fiorentina. On a Yves Bissouma en fin de contrat. On a Manor Solomon, voilà, on va l'ailier d'un pays dont on ne sait pas, qui n'existe pas, qui va à West Ham. Et on a du coup Colomani et Paligna qui repartent dans leur club. Donc voilà, c'est quand même pas mal de ventes. Et on va parler vite fait des départs, parce que voilà, on a parlé, là j'ai mes questions sur Savigno, on en a un peu parlé, j'ai mes questions sur Matheus Fernandes et Tonali, on en a un peu parlé. Est-ce que Kinski numéro un et Vicario envoyé en prêt, tu comprends ou Bah, moi, je comprends uniquement, pas en tant que performance de gardien lui-même, parce que ce serait te mentir que si je te dis que j'ai fait un comparatif entre les deux. Moi, je pense juste que Kinski a un meilleur jeu au pied et que De Zerbi, pour lui, c'est primordial. Donc, du coup, il a fait un choix pragmatique et il s'est dit que Kinski était son homme de base pour relancer son jeu de l'arrière. Donc, pour moi, c'est un choix totalement de Roberto De Zerbi. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Bah, en plus, pour avoir vu Kinski jouer l'année dernière, pardon, il était un peu lancé dans le feu par Igor Tudor en Champions League, tu sais, avec ces fameuses On double se rappelle, doublette. ouais, on se rappelle. Bon, après, pour moi, les gens avaient critiqué Igor Tudor, je suis désolé. Pour moi, tu peux pas critiquer un joueur de mettre un jeune dans un match de Ligue des Champions. Enfin, je pense pas, je pense qu'aucun joueur refuse d'être titulaire à un match de Ligue des Champions, tu vois. Faut les lancer, au bout d'un C'est moment, faut ça. les Et, lancer. et Après, c'est s'il ça, est, hein. ça veut pas dire que Kinski est un joueur de merde qu'il a raté, c'est qu'il était pas prêt pour le grand bain tout de suite. Bon, bah voilà, Exactement, ouais. c'est ça. Mais oui, pour moi, en fait, Kinski a su après gagner sa place, faire des bons matchs. Vicario était quand même, pouvait avoir des top performances, mais des fois c'était quand même bien irrégulier. Donc à voir Kinski, je suis attentif à ce qui peut se passer. Euh, Cristiano Romero, on en parlait quand même, joueur marquant. Est-ce qu'ils perdent leur meilleur défenseur? Est-ce qu'ils perdent une pièce importante de leur collectif ou est-ce que c'est Ils perdent un remplaçable? leader. Ils perdent un leader, en fait. En termes de qualité, en termes de défense, je pense que c'est remplaçable parce que la doublette qu'ils ont pris, l'association Van de Ven et Van Eck, ça peut être quelque chose de costaud et qui remplace Romero. Mais Romero, c'est un leader, c'est une âme. Et là, très sincèrement, dans l'équipe, j'en vois, à part Robertson s'il est titulaire, je vois pas de leader. Je vois pas un mec qui va savoir remobiliser les troupes quand ça va pas. Je vois un peu le même genre de profil, le même genre de tranche d'âge. Et donc, du coup, je vois pas ce gros joueur d'expérience
qui peut remonter l'équipe quand ça va pas. Donc, plus que sur les qualités défensives, je pense que c'est sur le leadership qui va manquer. Ouais, non, franchement, je suis d'accord avec toi, hein, parce que là, pour le coup, à Tottenham, tu n'as pas forcément de, bah, comme tu as dit, de joueurs avec beaucoup d'expérience, beaucoup de gagneurs. Alors, t'as Pedro Porro qui va quand même revenir En tant que en tant champion que du champion monde, ouais. du monde, en tant que grosse Coupe du Monde aussi, tu vois, il a quand même fait, Aussi, ouais. il a On s'y impressionné. attendait pas, hein. En toute sincérité, je Bah, m'attendais pas à ce niveau-là pendant la alors, Coupe du Monde. pour être honnête, on a ici sur la chaîne, ça fait un moment. Enfin, j'ai toujours dit que Pedro Porro était un des meilleurs joueurs de Tottenham l'année dernière. Maintenant, voilà, je Ok, m'attendais pas non plus à ce niveau-là. Je vais pas t'as faire le vu mytho non juste. plus. Mais je trouvais quand même qu'il faisait une bonne saison l'année dernière. Euh, on a aussi Robertson, peut-être qui va venir de Liverpool. Tonali, peut-être, mais enfin, tu vois, il n'y a pas ce. C'est pas ce Grinta, c'est pas ouais, ce gros joueur, ce Tonali gros encore leadership, pourrait, ouais. Tonali encore pourrait l'être, mais c'est vrai que entre ses échecs Hmm. avec l'Italie, ses échecs avec Newcastle, il n'a pas forcément Il a pas forcément le la poids, c'est légitimité, ouais. ça. Et Robertson pourrait l'avoir malheureusement. Tu- Est-ce qu'il sera titulaire aussi? c'est C'est ça. la question. Pour être un, tu peux être un leader de vestiaire, mais pour être un vrai leader d'équipe, il faut aussi que tu sois un des meilleurs joueurs sur le terrain. Robertson, on l'a vu sur Exactement. la fin à Liverpool, c'était plus dur, tu vois. Donc bon. Euh, est-ce que quelle note tu mettrais sur 10 à ce mercato de Tottenham pour l'instant? Si jamais il devait se finir là, je mettrais 6,5 sur 10 parce que il manque quand même ton numéro 9 et je suis très déçu du choix Savigno. Pour moi, il y avait mieux à faire. Défensivement, je trouve que ça va. C'est dommage qu'ils aient perdu Spence parce que vraiment, il a fait une grosse Coupe du Monde. J'avais vraiment, dans ma tête, je me suis dit, s'ils restent à Tottenham, ils ont vraiment deux des meilleurs latéraux C'est de la clair, Coupe du Monde c'est clair. sur les côtés. Donc, ça aurait vraiment donné de l'équilibre à leur équipe. Et on sait que De Zerbi, il aime bien s'appuyer sur des bons latéraux pour construire son jeu. Donc, c'est vraiment une grosse perte. Donc, à l'heure actuelle, je te dirais 6,5. Ça peut se transformer en 8 si ils vont faire Osimhen ou Balogun. Je vois pas un autre neuf. Sorloth, c'est pas trop le genre de neuf que De Zerbi aime pour son jeu. Donc vraiment, je vois pas, à part Osimhen ou Balogun, ou Cody Gakpo, qui est même pour moi aussi pas, c'est pas ce neuf, vraiment ce vrai neuf. Ah bah On a Gakpo, vu, ça fait 3 ans que c'est un ailier gauche à Liverpool. Hein, c'est c'est... ça. Et on a vu aussi la rumeur aujourd'hui à Minguiri. Ce que j'espère qu'il n'arrivera pas à l'attraper. Mais oui, j'attends vraiment de voir le numéro 9 que va faire Roberto De Zerbi et comment il va utiliser Marmouche, en espérant qu'il l'utilise sur le côté gauche avec un vrai numéro 9 et Savigno à droite. Ouais, non, bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'avais pas vu la rumeur à Mingueri, et Ouais, j'en à profite pour dire, parce que Minguiri, voilà, là, j'ai le. Naples et Ouais, Tottenham, Naples, visiblement. j'avais vu, mais j'en profite pour dire, là, maintenant que j'ai le maillot de Marseille, j'adore ce joueur à Mingueri. Et très sous-coté, même dans la communauté marseillaise. C'est quand même un joueur qui a été décisif 50 fois en 50 matchs avec l'OM. C'est une dinguerie. Tu sais C'est. pourquoi il est sous-coté à Minguiri? À Dis-moi, Minguiri, moi, je l'ai dis-moi. bien analysé. Et pour moi, son problème, c'est que quand tu regardes un match de. Moi, c'est le 9 de mon équipe nationale et le 9 de mon club. Donc, dans tous les matchs Ah, tu le où connais bien, il est hein, là, tu le connais bien. il a un gros défaut, c'est qu'il est beaucoup trop tendre. En fait, il pourrait tellement faire mieux avec un peu plus de hargne, un peu plus d'agressivité. Des fois, tu le vois, tu te dis, ah, il aurait pu l'avoir si il était allé plus fort, plus vite, avec plus de mordant sur le ballon. Techniquement, c'est parfait. Dans la finition, il n'a pas un gros déchet à Minguiri. Il va mettre son Ah, puis but, comme je t'ai dit, soit un but tous les deux matchs. 50 fois décisif en 50 matchs avec l'OM. Il a des très bonnes stats. C'est juste que il a pas. On a envie de le prendre et de le secouer par Je moment, en suis fait. d'accord Il n'a avec pas toi, je ce suis truc. d'accord avec toi. Réveille-toi, prends conscience de qui tu es, de où tu es. Tu es le 9 de l'OM, tu es le 9 de l'équipe nationale algérienne. C'est deux univers de dingue. On a besoin d'un mec qui, voilà, qui nous emmène, qui nous emporte avec plus de compatibilité, plus de hargne. Après, est-ce que c'est dans sa personnalité? Ça, je sais pas. Donc, on va pas lui demander de faire non plus quelque chose qu'il ne sait pas faire. Mais pour moi, avec un peu plus de conviction, un peu plus de charisme, un peu plus de. Ça pourrait être un des top 9 en Europe. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi sur Amin Gouiri. Bon, voilà, on a un peu Un peu transgressé, on va dévié. dire, mais bon, c'est pas grave, ça fait C'est une plaisir. des pistes C'est de clairement une des Zerbi. pistes. Bon, j'avais plusieurs questions, mais du coup, tu as un petit peu répondu, comme par exemple, est-ce que Tottenham doit prendre un neuf? Ouais, absolument. Est-ce que Absolument. Marmouche changerait ton jugement sur l'attaque? Du coup, j'ai peut-être une autre question, et du coup, c'est un petit peu en rapport aussi, bah, du coup, avec ton, comment dire, ton passé ton vécu plutôt de supporter marseillais, parce que voilà, on sait que bon, là,
Beaucoup moins même cette année, même pas du tout. Hmm. Mais là, les années d'avant, les années Longoria, les années Ribalta, etc., ça a été beaucoup où on l'a même dit que c'était un hall de gare à l'OM, tellement que ça bougeait pendant les mercato. Est-ce que là, Tottenham est en train de surrecruter et à quel moment surtout ça devient contre-productif de autant changer dans ton équipe? Sur recruter, je pense pas, parce que vraiment, il recrute à des postes où il y a eu des départs, défenseur central, latéral gauche. En attaque, je te dis, il n'y a pas encore eu forcément de gros départs, mais bon, il y a Colomoni qui est reparti. Donc, du coup, ils comptent des manques. Je trouve pas qu'ils sont en train de surrecruter. Juste, les sommes investies sont beaucoup trop grosses. Donc du coup, tu as l'impression que le mercato, il est énorme et qu'il est laisse tomber, genre waouh, ils ont pris des galactiques, Ouais, 300 y a pas millions. 20 joueurs non plus qui sont arrivés. En fait, quand tu regardes dans les 300 millions, il y a qui? Il y a deux joueurs à 100 millions déjà. Donc du coup, en fait, ça paraît énorme, mais en termes de quantité, c'est pas si énorme que ça parce que quand tu regardes la profondeur de banc, ils n'ont pas recruté des mecs pour rentrer, pour faire 30 minutes et tout, sachant que Tottenham ne joue qu'une seule compétition, la première ligue. Donc du coup, il n'y a pas une énorme profondeur de banc. Donc moi, je trouve pas qu'ils ont surrecruté. Je trouve qu'ils ont, pour l'instant, ciblé intelligemment là où ils devaient prendre. Et à mon avis, moi, je m'attends à trois arrivées encore avant la fin du mercato du côté de Tottenham, parce qu'ils doivent faire un neuf, mais aussi ils doivent faire des joueurs sortis de banc. Parce que là, le banc, avec les blessés, tu as Xavi Simons, on n'en a pas parlé, mais qui n'est pas de retour avant début janvier. Tu as Kulusevski qui est dans un état, voilà. Il y a pas ce. Il y a Matistel, il y a Solanke ou Richarlison, un des deux s'il va rester. Il n'y a pas une profondeur exceptionnelle sur le banc, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. Donc pour moi, c'est pas fini et je ne trouve pas qu'ils ont sur-recruté là. Ok, ok. Bah, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner du coup les derniers jours du mercato. On va un peu plus se pencher du coup sur Roberto De Zerbi, sur son jeu, en fait un petit peu. Voilà, pendant la préparation, voilà, on a un petit peu vu j'ai vu quelques matchs de la préparation de Tottenham. Construisait, pardon, construisait, c'est très grave de dire ça. Je couperai pas, hein, je vais le laisser au montage. En 2-4-1-3, avec beaucoup de joueurs impliqués très bas pour attirer le pressing adverse, puis j'ai verticalement entre les lignes. Euh, un petit peu ce qu'on a vu aussi à l'OM par moment, même à Brighton, c'est le principe classique de deux Zerbi, hein, au final, attirer pour libérer l'espace derrière le pressing, plutôt que voilà, posséder le ballon pour le posséder. Est-ce que Roberto De Zerbi peut vraiment pratiquer son football à Tottenham en première ligue? Bah, en toute sincérité, j'attends vraiment de voir l'équipe type qu'il va proposer pour voir si il aura les joueurs de Zerbi compatibles pour proposer son style de jeu. Moi, je te répondrais oui, parce que son jeu, il a des joueurs, il peut avoir les joueurs intelligents pour proposer son jeu. Mais là où c'est dangereux, c'est que tout le monde connaît le jeu de Zerbi. Tout le monde a vu ce qu'il a fait avec Brighton. Je pense pas que la première ligue se soit vraiment penchée sur ce qu'il a fait avec l'Olympique de Marseille. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est un entraîneur qui n'a pas de parade. Une fois que son jeu est lu, une fois que son jeu est compris, il n'a pas trop de solutions alternatives, de solutions de repli pour essayer de surprendre l'adversaire. Donc c'est à ce niveau-là que moi je l'attends parce que De Zerbi dans sa carrière, il en est où? Il a choqué tout le monde avec Brighton, avec son jeu justement, parce que personne ne l'attendait, parce que personne ne Après, l'avait vu. il a choqué tout le monde, mais à la fin, il est un peu parti la queue entre les jambes de Brighton. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, qu'on oublie souvent de dire en France quand même. C'est vrai qu'il Mais il est parti la queue entre les À jambes. Après, Brighton, ils en parlent même. tu voulais qu'il fasse quoi de plus qu'il a fait avec l'effectif qu'il avait? Bah écoute, au moins, enfin Brighton, quand il part derrière, ça se requalifie en Europe. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est aussi ça. Après, bon, voilà. Je suis pas en train de tout lui critiquer, mais c'est vrai qu'en France, on a tendance souvent à dire que De Zerbi, son passage à Brighton est 100% réussi. Quand tu parles un peu avec les fans de Brighton, ils sont pas en mode c'est un coach de merde, il nous a tués et tout, mais ils sont en mode ah c'est plus mitigé que ça, tu vois. Un peu comme à Marseille finalement. Il les a un peu mis sur la carte de la première ligue quand même. Un Parce petit peu. qu'avant lui, il y avait Graham Potter. Il y avait ouais c'est C'est vrai ça. que Il a Graham Potter a commencé un travail avec Brighton que De Zerbi a bonifié, voilà, a fait révéler entre guillemets aux yeux de l'Europe. Pour les yeux de l'Europe, c'est pas Graham Potter, c'est De Zerbi. Mais ouais là où je dis c'est que ça. c'est intéressant, on a un point intéressant dans sa carrière, c'est que Brighton, bon après De Zerbi, on sait très bien que la première année généralement c'est top. Deuxième année
c'est compliqué. Et si c'est une troisième année, là, les joueurs, ils en peuvent plus parce que ça demande beaucoup de concentration, émotionnellement aussi, beaucoup d'implication. Donc, au bout d'un moment, les joueurs, ils lâchent, surtout avec la génération actuelle. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'il va proposer avec Tottenham parce que pour moi, là, on est clairement sur le plus gros défi de sa carrière parce que il sort de. J'arrive pas à évaluer son bilan avec l'OM. Il a fait une bonne première saison. Sa deuxième saison, c'est une météorite, on dirait une météorite qui est arrivée sur le club et qui a tout fichu en l'air, alors que il est à 5 secondes. Il a non pas ouais, il a 5 secondes de se qualifier au deuxième tour en Ligue des Champions et il est à Aubameyang qui va pas sur le côté droit nous faire le Robinho là-bas de gagner un titre contre le PSG. Donc tu as vu, c'est des petits détails qui font que son passage, il aurait pu être encore réussi et peut-être qu'à l'heure actuelle, il sera encore à l'OM. Donc ça va être très intéressant de voir ce qu'il va pouvoir proposer avec Tottenham parce que c'est la première fois où il a les moyens, un effectif pour finir top 4 de Première Ligue, top 5 de Première Ligue, parce qu'il faut rappeler que Tottenham ne fait pas de Coupe d'Europe. Chelsea aussi ne fait pas de Coupe d'Europe. Donc, du coup, avec toutes les nouvelles équipes, enfin, toutes les équipes qui ont un nouveau coach, un nouveau projet, Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Liverpool avec Iraola, Manchester qui est avec Carrick, c'est bon, ils sont sur une continuité. Manchester City que très sincèrement, moi, je vois hors top 4 Oh oui, cette oh saison. oui. Donc, il a vraiment une carte à jouer. Donc, si son recrutement est malin, que son équipe, que ses joueurs adhèrent à son projet de jeu et qu'il arrive, lui aussi, il doit beaucoup travailler sur lui-même, que ce soit émotionnellement, que ce soit tactiquement. S'il arrive à se réinventer, à vraiment se gérer émotionnellement, à pas se laisser déborder après chaque défaite, que chaque défaite devienne le drame de sa vie, qu'il arrive à s'adapter aux équipes qui vont le contrer tactiquement, pour moi, Tottenham, ça doit, c'est pas ça peut, c'est que ça doit faire, allez, top 5 parce Ok, que ben. généralement, Non, mais attends, parce que ça, généralement, le c'est une cinquième, il est question qui va arriver qualifié après. en Ça, LDC. c'est un peu une question qui va arriver après, justement, des objectifs là. Donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit, puis on va y passer tout de suite. Moi, je suis pas 100% d'accord avec toi, je suis pas non plus en désaccord. Déjà, je vais revenir sur son passage marseillais. Là, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est dur à évaluer. Pour moi, c'est ni un passage réussi, parce qu'en fait, quand tu vois tous les effectifs qu'il a eu, le salaire qu'il a eu, les attentes qu'il a eu, au final, tu finis deuxième une année, l'autre année, tu pars en cours d'année. Tu es quand même là pendant l'élimination du goal de Benfica, le 5-0 à Paris. Donc, tu vois, il a des moments très forts et des moments aussi très faibles. Donc, pour moi, c'est un passage qui est mitigé. Maintenant, voilà, moi en première ligue, j'ai quand même plus de mal à croire en son jeu parce que moi, voilà, je sais plus si je l'ai dit en vidéo ou en off, en off, pardon, en tout cas, je le redirai. Pour moi, De Zerbi, c'est un coach qui, avec ballon, c'est bien. Déjà, c'est pas top, c'est bien, tu vois. Par contre, sans le ballon, je trouve que c'est quand même très faible. Et en première ligue, tu peux pas te permettre d'être faible sans ballon. Parce qu'en première ligue, même un coach comme Pep Guardiola, quand il est arrivé avec City, il a dû baisser ses stats de possession. C'était une interview de Guardiola qui disait moi, en arrivant en première ligue, j'ai dû me mettre à mettre une importance haute au second ballon, tu sais. Parce qu'en fait, on joue dans un championnat où les équipes te pressent, les équipes récupèrent vite, les équipes te pressent très bien d'ailleurs. Donc c'est pour ça que honnêtement, j'ai un peu de doute sur son jeu. Après, il peut encore évoluer. Moi, je dis souvent, un coach, c'est fait pour évoluer. Mais dans la lutte au top 4, top 5, bah, on va en revenir. C'est quoi, on va y passer tout de suite. On va y passer tout de suite. Voilà, ma question, c'était en gros, quelle place au classement rendrait cette saison réussie. Pour moi, en fait, si tu termines première partie de tableau, c'est déjà une bonne réussite. Parce que Qu'est-ce que tu appelles première partie de tableau? dans le C'est top combien? 10, dans le top 10, dans le top 10, mais Ah, pas dixième. Dans le top 10, mais pas dixième. top 10 c'est obligatoire pour Ah, mais Tottenham alors, avec ce oui, recrutement. c'est obligatoire dans le sens où la saison serait réussie. Mais en fait, euh, le problème, c'est que faut pas oublier d'où Tottenham vient. Il y a des joueurs quand même on connaît pas leur niveau. Actuellement, Madison, on sait pas quel niveau il va avoir. Kudus, on sait pas quel niveau il va avoir. Kulusevski, c'est pareil, on sait pas quand il va revenir. On sait pas comment l'équipe va s'entendre. Et puis alors du coup, tu l'as dit, il y a toutes ces équipes que tu vois, que tu as parlé, les grosses équipes. City, pareil, je suis comme toi, je les vois dégringoler, sauf que City, il y a quand même un effectif derrière. Pour moi, ça va. Pour moi, je l'ai dit, City va finir hors top 4, pardon, je l'avais dit pendant Moi aussi, je suis l'émission de. d'accord avec ça. Je l'avais dit pendant l'autopsie sur Manchester City, mais je les vois quand même finir devant Tottenham parce qu'il y a quand même des joueurs comme Ryan Cherky, il y a des joueurs comme Elliot Anderson, il y a des joueurs comme Ayoub Boadi qui vont arriver, des joueurs comme Mark Guehi, Nico O'Reilly, Ryan Cherky, mon joueur préféré. Donc pour moi, tu vois, il y a encore beaucoup d'équipes plus armées et si même en enlevant du coup ces grosses équipes là,
tu as encore des équipes comme Brighton, qui viennent de se qualifier en Europe, comme Brentford, qui arrive très méchant. Brentford, qui ont fini aux portes de l'Europe l'année dernière, qui arrive très méchant. Bournemouth, que honnêtement, j'avais de gros doutes sur Marco Rose. Leur premier match face à City, en tout cas dans l'intensité, dans l'attitude, il m'a plu. Dans le jeu, c'était autre chose après match à l'extérieur, première journée face à City, voilà. Donc honnêtement, pour moi, un top 10, dans l'écosystème de la Première Ligue, si tu fais un top 10, tu reviens déjà un petit peu aux affaires. Tu dois être dans la lutte au moins à l'Europe. Après, si derrière, tu vois, si tu fais top 10, je te disais pas 10ème. Donc derrière, imaginons que tu finis 9ème. Pour moi, ce sera quand même un petit échec dans le sens où souvent la 8ème place est qualificative en Europe en Première Ligue. En Europe, ouais. Donc pour moi, Tottenham doit avoir comme objectif de finir 8ème. Mais s'ils finissent s'ils finissent genre 9ème, tu vois, c'est pas une saison cata. Et du coup, bah voilà, je te pose aussi la question, quoi. Est-ce que. Bah, et- moi, quand je regarde. Attends, je vais même te la poser d'une autre façon pour faire vivre un peu le débat. Est-ce que sans Vas-y. Europe, avec plus de 300 millions de livres dépensés, Tottenham a le droit de pas finir européen? Pour moi, ils n'ont pas le droit de pas finir européen. Parce que quand tu regardes actuellement l'ossature de la première ligue, moi, il y a trois équipes que je vois flopper cette année. Manchester City, on a dit, Newcastle et Aston Villa. Aston Villa, quand je vois ils ont perdu leurs cinq meilleurs joueurs, leur recrutement, c'est pas ouf. Donc, ça, c'est des équipes qui, habituellement, sont là pour jouer, voilà, pour jouer le top 7, top 8. Donc, Alors, juste pour revenir à Aston Villa, je suis d'accord avec toi. Newcastle, oui, après avoir vu leur premier match, je connaissais pas leur coach. Je vais attendre un peu. Parce que j'ai vu des choses qui d'accord. m'intéressaient quand même contre Liverpool de Newcastle. Parce qu'au niveau du. Après, le truc, c'est qu'il reste encore une semaine de mercato. Donc, tout peut changer. Ce qu'on peut dire là, ça peut vite devenir obsolète. Ils peuvent recruter trois top players. Et puis voilà, on reviendra sur nos dires. Mais pour moi, Tottenham, oui, avec le recrutement qui a été fait, avec les moyens qui ont été installés, ce sera un échec. Ce sera un échec. Parce qu'ils doivent bénéficier du fait que c'est une des grosses équipes. Quand je dis grosses équipes, je parle en termes d'histoire, en termes de stade, en termes de moyens, qui ne jouent pas l'Europe. Ils vont jouer un match par semaine. Ils n'ont absolument aucune excuse pour ne pas finir top 6. Parce que pour moi, tout ce qui serait en dessous de top 6, ce serait un échec. Même si c'est la première année de Zerbi, même s'il y a un gros recrutement avec des joueurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas encore joué ensemble, de Zerbi, généralement, ses premières années, c'est toujours comme ça. À Marseille, c'était comme ça. Là, à Tottenham, ça va être comme ça. Ça va être, voilà, à lui de créer cette homogénéité entre ses recrues, parce qu'on rappelle que c'est ses recrues, c'est lui qui les veut, c'est des joueurs qu'il a réclamés. De Zerbi à Tottenham, il réclame, il a. Parce que c'est ce qui lui a été promis quand il a signé en dernière minute pour sauver le club. Donc, pour moi, au niveau des joueurs qui sont arrivés et qui vont arriver, encore une fois, sous réserve de s'ils font un gros neuf, pour moi, ils n'ont pas d'autres possibilités, d'autres choix que de finir top 6-7. Parce que là, en état actuel, tu as parlé de Bournemouth, de Brentford. C'est vrai que ces clubs-là, au niveau du projet de jeu, ils sont beaucoup plus avancés que Tottenham, même Brighton aussi, s'ils ont Brighton aussi. Brighton aussi. Brighton qui peut jouer l'Europe. Parce que si Brighton, là, ils ont leur barrage. Ils jouent jeudi soir le barrage Ils retour, jouent ouais. jeudi soir. Donc si Brighton joue l'Europe, ils vont aussi laisser des plumes. Ils n'ont C'est pas vrai, forcément c'est vrai, c'est un vrai. gros effectif. C'est pas des joueurs qui sont habitués à jouer sur deux compétitions. Et d'ailleurs, je suis très content qu'ils aient pris Jawana Jam en latéral gauche. Là, c'est vraiment une très belle recrue pour le club. Et lui, c'est un bon club pour lui aussi pour s'épanouir. Autopsie de Et Brighton qui arrive la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà. la bonne transition, bonne publicité. J'espère que vous parlerez de Jawan Jam et que vous le mettrez titulaire dans votre 11. Donc du coup, il y a des équipes qui sont plus avancées dans leur projet de jeu, mais en termes, si tu prends les effectifs et les individualités, c'est moins costaud que Tottenham. Donc du coup, à voir comment la recette, quelle recette va nous cuisiner de Zerbi. Est-ce qu'il va réussir à trouver rapidement cette homogénéité entre toutes ces recrues, des joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont jamais joué ensemble, dans un projet de jeu qu'ils vont découvrir? C'est là où le petit bémol par rapport aux autres équipes, c'est que il y a un temps d'adaptation que Tottenham ne peut pas se permettre parce que Tottenham doit, là ils viennent de prendre un score contre Brentford, ils doivent gagner tout de suite. Dès la semaine prochaine d'ailleurs, ils ont un gros match, je sais plus contre qui ils jouent, j'avais vu. Bah justement, tu me fais une transition parfaite parce que j'allais justement rappeler le calendrier de Tottenham. Alors, ils jouent déjà ce soir pour ceux qui regardent cette vidéo. Ils jouent en Cup, ouais. Donc demain pour nous contre Charlton en Cup. Ensuite, ils jouent ce week-end, ils reçoivent Newcastle Newcastle, ouais. au Tottenham Hotspur Stadium. Donc ça va être un très gros match avec un. Franchement, Déjà, ce ouais. match m'aille beaucoup parce que j'en attends beaucoup de Tottenham. Newcastle m'ont fait bonne impression au premier match.
Euh, Sauf que Newcastle attendait Liverpool au premier match. Tottenham, on sait que c'est. Enfin, De Zerbi, on sait que qu'il aime bien quand on vient le chercher. Donc, on va avoir deux équipes qui vont pas être dans leur meilleur type de jeu. J'ai perdu mes mots, pardon, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir un peu deux équipes en difficulté. Ensuite, du coup, ils vont se déplacer à Nottingham Forest, ils vont recevoir Everton, ils vont recevoir Aston Villa, et après la trêve, ils enchaînent Manchester United et Chelsea à l'extérieur. Donc c'est quand même un calendrier en première ligue qui est pas facile Voilà. du tout. Et ils n'ont pas de temps d'adaptation, ils doivent prendre des points tout de suite. Sachant que De Zerbi, bon, en Angleterre, je ne sais pas s'il a ce même truc sur les réseaux. De Zerbi, les gens, ils aiment bien lui taper dessus rapidement quand même. On a remarqué, là, il a l'étiquette Marseille, donc les réseaux, les médias français qui suivent la première ligue, ils vont s'empresser de lui rentrer dedans à la moindre écart, au moindre flop, au moindre truc. Je ne sais pas si en Angleterre, il a Bah, cette image-là, s'il a ce j'ai truc pas de envie tête de de, Turc un petit peu. J'ai pas envie, tu vois, de parler pour les Anglais alors que j'habite pas en Angleterre, mais j'ai pour suivre quand même du coup avec Sunderland FR beaucoup de médias anglais, beaucoup de journalistes anglais et même d'avoir beaucoup on va dire de connaissances numériques fans de foot anglais. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont qu'ils Il a s- une bonne image là-bas. il a oui, il a une bonne image, il a pas une mauvaise image en tout cas. En fait, j'ai surtout l'impression que sa hype est un peu descendue quand même, ça faut le Ouais. dire parce que on dit souvent les Anglais ne regardent que la première ligue et tout, c'est de Ouais, quand plus tu en sors plus de faux. première ligue, tu sors de leur Ouais, champ de mais vision en fait. je trouve que c'est de plus en plus faux. Je trouve que les Anglais Alors attention, ils regardent beaucoup plus de football anglais, mais tu sais maintenant, la mondialisation, c'est pour tout le monde. Tous les Anglais ont un compte Beansport, par exemple, avec dessus la Liga, la Ligue 1, la Serie A, etc. Donc ils voient Mhm. un petit peu. Je te dis pas qu'ils vont regarder tous les matchs de Ligue 1, mais ça peut arriver qu'un Anglais, un vendredi soir, quand il n'y a pas de première ligue, il tombe sur un match de Marseille, tu vois. Surtout s'il y a Exactement. deux Zerbi, s'il y a deux Zerbi qui a déjà coaché en première ligue. Donc non, ils savent quand même, en Angleterre, ils savent quand même ce qu'il a fait à Marseille. Maintenant, voilà, il n'a pas une si mauvaise image, entre guillemets, qu'en France. Parce que voilà, en France, il y a eu aussi... Ça lui a fait... Je pense que le documentaire sur l'OM, tu sais, d'après-saison de l'année dernière, Kessiamo. qui est Siamo, Ouais. lui a fait beaucoup de Ouais. bien en intersaison. Mais quand ça a commencé à aller mal, je pense que ça lui a fait beaucoup de mal. Tu vois. Direct. C'est... Parce que c'est les médias, c'est l'émission de Jérôme Roten qui a adoré le massacrer. Lui, ça lui est rentré dans la tête. Il est parti chez Cassano et dans un podcast italien pour dézinguer Dugarry et Roten, c'était ridicule. Ils ont réussi leur coup. Eux, c'est voilà, c'est l'OM. On est la communauté la plus réactive sur les réseaux. Attention avec Donc du Dugarry coup, Roten. Hein. Ah, de toute façon, oublie pas que t'étais sur RMC aussi. Hein. non, mais moi, bien sûr, je suis sur Non, RMC, mais évidemment, bon, je rigole, c'est je le rigole, jeu. je rigole. Tu vois, c'est des mecs qui aiment bien aller cash, aller chercher le gars, et voilà, ça fait de l'audimat, Non, et puis ça fait vendre. pour le coup, eux... Et la réaction des supporters marseillais sur les réseaux, elle est directe, elle est cash. Donc C'est c'est un ça, oui, non, jeu mais c'est ça. avec les médias qui fait que voilà, Non, taper puis... sur Marseille, ça rapporte de l'audience, ça rapporte de l'audimat, et j'espère que Genesio cette année, lui avec l'expérience, saura rester calme face à tout ça, parce que De Zerbi, c'est exactement ça qui l'a fait briller. Non, puis pour le coup, pour revenir sur Roten Dugarry, on peut ne pas être d'accord avec eux footballistiquement. Je pense que humainement, il y en a à RMC qui sont bien plus à taper du doigt, que ce soit dans la partie sport ou dans la partie autre, que ces braves Roten et Dugarry qui sont... Ils font leur boulot. Certes, des fois, ils peuvent passer pour un peu les vieux cons, mais c'est aussi ce qu'on leur demande, tu vois, être les vieux cons du bar PMU, tu C'est sais, ça, c'est hein, aussi ce qu'on leur demande. Hein, c'est exactement ça. voilà, ils jouent un personnage aussi. Je pense que des fois, Oui, ils oui, doivent en bien jouer, je évidemment, pense. ils savent que ça va faire réagir et que ça va faire de l'audimat et que ça va faire réagir sur les réseaux. C'est Mais De ça. Zerbi s'est complètement fait avoir par ça. Ouais, ouais, bah Il est ouais. rentré en guerre à un moment où il a demandé à ce qu'on lui rapporte, qu'on lui traduise les news uniquement des gens qui lui tapent dessus. Donc, Non, mais à partir du moment où tu rentres dans ça, tu deviens fou. Je pense pas qu'en Angleterre, il aura ce problème-là parce que c'est pas Tottenham, c'est pas un club sur lequel les médias vont Ah, s'empresser détrompe-toi, ça peut, mais par oui. rapport à d'autres, par rapport à des clubs comme Manchester City, par rapport à des clubs comme Chelsea. Je vois pas ça comme ça. Peut-être que je me trompe, mais je vois pas Disons ça que comme ça. pour lui, ça peut être bien si d'autres se crachent, quoi. Genre, par exemple, imaginons qu'il y a un petit crash de Chelsea et de United, ça peut être un peu plus tranquille pour deux Zerbi derrière, tu vois, ça va, mais bon.
Je pense que Maresca lui fera cet honneur et se crachera avant lui. Et Ah, on ça, parlera plus de Maresca. je pense aussi. Bon, on va pas parler de Maresca sur toutes les vidéos non plus sur cette chaîne. On en peut plus de ce mec-là, au bout d'un moment. Et surtout qu'il il a de la chance que le débrief il soit pas sorti parce que sa compo de départ là, oh là 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 là. Mais là, il y a beaucoup de coachs qui ont de la chance que le débrief de la J1 soit pas sorti. Que ce soit Michael Carrick avec son Dorgu Luke Shaw, que ce soit Régis Lebris avec son Trey Homé ailier droit. Non, 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 croyez-moi, il y a beaucoup de coachs là, ils s'en sortent bien là. Mais je les ai à l'œil, ils vont voir. Juste pour une fois, c'est moi qui ai posé une question. C'est qui le premier coach que tu feras virer cette année en première ligue? Hmm. Ah, tu sais que tout dépend, hein. Tu sais que la vérité, ça peut même être un Régis Lebris, hein. Tu penses? En fait, moi, le truc, c'est que le premier match m'a fait peur, là, de Sunderland. C'est que, Ouais. tu vois, faut juste que je te. Alors là, désolé, on digresse un petit peu pour les auditeurs, mais c'est pas grave, on est là aussi pour ça. Euh, Sunderland, on en a beaucoup parlé l'année dernière quand on parlait possiblement d'une éviction de Régis Lebris. Et tous les fans un peu français qui suivent de loin Sunderland étaient en mode bah, pourquoi il vous a quand même fait monter. Là, vous êtes à deux doigts d'être qualifié en Europe et tout. Au final, il nous a qualifié en Europe. C'est quand même ouf, tu vois. Euh, alors qu'il nous a repris en D2. Mais le truc, c'est qu'en fait, tu vois, c'est Louis Dreyfus, le président de Sunderland, donc encore un lien avec Marseille. Euh, c'est Gisolfi le directeur sportif, mais surtout Louis Dreyfus, en fait, il l'avait dit chez leur boulot sur Canal Plus l'année dernière, son objectif avec Sunderland, c'est d'aller en Ligue des Champions tous les ans. Parce que Sunderland, c'est une équipe qui est une grande équipe en Angleterre. Alors, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné, tu vois, c'est un peu un géant endormi, mais quand même. Et du coup, Carey Louis Dreyfus, pardon, a de grosses ambitions. Alors, ça va être très dur à faire parce que c'est la première ligue, mais il a de très grosses ambitions avec Sunderland. Et pour ce faire, il n'a pas hésité à que ce soit parce qu'il nous récupère en troisième division, KLD, on l'a appelé KLD, c'est plus simple. Il nous récupère en troisième division. Il n'a pas hésité à virer des historiques du club et à tous les moments, même encore l'année dernière, la saison où il y a plusieurs joueurs qui nous font monter, comme Dan Neil, qui était capitaine, qui est aujourd'hui aux Rangers, mais qui était très très fort, je pense notre meilleur joueur en championship. Il n'a pas hésité à le vendre. Patterson, qui était notre gardien, formé au club, qui avait refusé des offres de première ligue à l'époque où on était en championship pour jouer en première ligue avec Sunderland. Il n'a pas hésité, pareil, à le vendre, enfin à le prêter l'année dernière, mais finalement à le vendre Parce pour. que lui, il veut un niveau au-dessus Exactement. pour aller dans ses Je pense ambitions. aussi à Christian Spickman, qui était notre directeur sportif, qui nous avait ramené des mecs comme Job Bellingham, etc. Pareil, qui n'a pas hésité à remplacer par Gisolfi. Il faut savoir que KLD, c'est quelqu'un qui a vraiment pas de scrupules. Il est pas ingrat, tu vois. Il va pas virer du jour au Il lendemain est parce qu'il t'aime pas, pragmatique. mais il est pragmatique. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Il a des ambitions qui sont très hautes. Et donc, voilà, pour moi, si Régis Lebris, là, tu vois, on a perdu le premier match contre Ipswich. Tu joues après, le prochain match, on joue Fulham, après Brentford, et on enchaîne par City, Arsenal. Tu sais que si tu fais un point en 5 matchs, il y a un monde Ça où. peut mal. Ouais, il y a un Alors après, tout monde. dépendra de ce qu'il y a aussi, tout ce qu'il y a aussi en réserve. Et sinon, si tu enlèves du coup Régis Lebris, ou du coup, je parle vraiment dans prisme de fan de Sunderland, je dirais Maresca ou Arbeloa. En fait, deux coachs que j'aime pas, quoi. Deux coachs que moi personnellement j'aime pas et que, tu vois. Après, attention à De Zerbi aussi, parce que Tottenham, ils ont le virage de coach facile aussi, tu vois. Donc, Ouais, mais lui, comme il vient d'arriver, il va ah oui, oui, investir un gros mais tu montant. Je pense sais, qu'ils vont lui laisser un peu de temps parce qu'ils ont vécu deux saisons en tu enfer. sais, Bon, Thomas même Frank, si il y a 2 saisons, il gagne quand même l'Europa League. mais c'est Mais ça, c'est ça. En fait, pour moi, ils auraient juste pas dû virer c'est. Ange Postecoglou à l'époque. En fait. Ouais, exactement. C'est. Moi, de mon côté, je vois un autre mec et ça me ferait de la peine que ça arrive et j'espère que ça va pas arriver. Mais le recrutement de Crystal Palace, C'est franchement, vrai, c'est Pierre vrai que c'est Sage, possible aussi, c'est possible aussi. Pierre Sage, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que humainement, ça a l'air d'être un chouette mec, un super coach et tout, formateur, avec une bonne mentalité. Comme je t'ai dit, j'attends de voir la dernière semaine de Mercato, parce que là, visiblement, elle est sur des profils, El Ainaoui, ouais, des El Ainaoui, tout ça, ça peut clairement changer son milieu de terrain. Mais offensivement, Mateta, s'il part, je sais pas. J'ai peur pour Pierre Sage, moi. J'ai peur pour lui et j'espère pas. Mais ce que j'ai vu là de son premier match m'a pas rassuré. Donc surtout que là, la semaine prochaine, c'est City. Je suis pas rassuré au niveau de Pierre Sage. J'espère pas, mais attention quand même. Non, moi, Persage, alors je suis un peu. Évidemment, on sait jamais, surtout un entraîneur français en première ligue, on sait qu'ils sont souvent un peu plus testés. Ce qui est compliqué, c'est vrai qu'avec Crystal Palace, c'est qu'il arrive quand même dans un club qui a des ambitions, quoi. Dans un club qui vient de faire trois titres, pardon, sur les 2 dernières saisons. Donc, bah forcément, ils ont encore de l'appétit. Maintenant, pour moi, ils ont quand même perdu un coach, Oliver Glasner, qui est quand même vraiment pas mal. Crystal Palace, je suis d'accord avec toi sur et leur mercato
et leur effectif en place. Maintenant, à voir ce qu'ils vont prendre. Si, pour moi, en fait, tout va se jouer s'ils gardent Adam Wharton. Parce qu'un mec comme Adam Wharton peut vraiment te changer une équipe. Peut changer une équipe. Je trouve que Ismail Assar, quand même, aussi, depuis qu'il est retourné à Crystal Ça, Palace, c'est ce très serait très une, fort, je trouve. ce serait une Et, grosse perte de le perdre. Et visiblement, lui, il a la tête ailleurs. Il est plus là ah sur le ouais, passage. parce que j'ai pas suivi le marché de Crystal Palace, enfin, Ismail de Assar, loin. il fait le forcing pour aller à Galatasaray. Ok, ah ouais, c'est dommage. C'est dommage. Après, bon, voilà, il a un peu tout gagné à Crystal Palace, entre guillemets. Enfin, Il pas a la fait le première tour, ligue, ouais. mais il a quand même fait du Conference League, FA Cup, Community Shield. C'est déjà magnifique, mais voilà, pour moi, c'est. En fait, on part sur une nouvelle ère à Crystal Palace, donc ça va être intéressant de voir. Exactement, ouais. Sofiane, écoute, on va passer rapidement sur le dernier point de l'émission. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on s'est Ouais, permis une petite digression parce qu'on était un peu en avance. D'habitude, ça aurait déjà fait 1 heure d'émission, on serait pas permis ça. Hmm. Parce que maintenant, en fait, j'ai sauté la compo type, tu vois. La compo type, je trouvais que ça rendait ok. pas bien en émission, tu sais, c'est un peu. Du coup, tu mets qui, mais tu sais, y a pas trop, c'est pas trop Bah, visuel en et tout. plus, on peut pas trop la faire parce que le mercato n'est pas encore fini, en En fait. plus, tu vois, donc. Donc, c'est un peu précipité. Là, je vais plutôt te poser du coup des questions. Alors d'habitude, je les demande aux fans des clubs, donc c'est plus pertinent, on va dire. Mais bon, on va pas changer des bonnes habitudes. Je vais te demander du coup des prédictions sur Tottenham. Ok, Et voilà, bon, ça n'engage à rien. Attention, voilà, comme je dis d'habitude, c'est pas parce que t'as bon que tu connais parfaitement le foot. C'est pas parce que t'as tort que tu connais pas le foot. C'est du hasard. C'est du football. Voilà, c'est aussi un peu comme les paris sportifs. C'est du hasard. Le football, c'est pas une science exacte. Donc voilà. exactement. Classement final de Tottenham. Regarde, pour moi, je vais te faire mon top. Pour moi, Arsenal finit 1. Ok. Chelsea finit 2. Ok. Liverpool finit 3. United finit 4. Allez, je vais te dire Tottenham finit 5. Et City finit 6. Ok, donc potentiellement un retour de Tottenham en Champions League. Ouais, moi, franchement, je les vois finir 5 avec un seul match par semaine, avec le recrutement d'un numéro 9. Encore une fois, je le répète, s'ils font un Osimhen, s'ils font un Balogun, s'ils font un gros numéro 9 devant, avec le retour aux espères en forme de coup douce, je les vois offensivement armés pour faire une grosse saison. Derrière, ça peut être costaud. Allez, moi, je les mets 5. Ok. Ouais, je les mets 5. Ok, bah écoute, je pense que tous les fans des Spurs valideront. Le, Ah, me- j'espère pas. le meilleur joueur maintenant de la saison de Tottenham. Moi, je vois Tonali. Sous réserve des joueurs qui vont arriver, bien évidemment. Je vois Tonali s'imposer comme un maestro, comme sa première année à Newcastle. Je le vois vraiment rayonner sur le milieu de terrain, devenir vraiment la pièce maîtresse de De Zerbi et justifier son transfert. Ouais, ouais, non, bah écoute, on verra ça, ça me vaille beaucoup en tout cas, ton avis. Euh, la, le pire joueur maintenant de la saison, le flop de la saison. Le flop, ce serait par rapport au prix de son transfert. Je vois pas Savigno faire une Ouais, saison exceptionnelle. J'espère me tromper, parce que du fait de ses inspirations, c'est un mec qui il a dit dans une interview que son joueur préféré c'était Mahrez, qu'il avait pris le 26 pour Mahrez, qu'il avait des petits. En plus, c'est vrai, mais on surtout dirait un clone, on dirait sur le début, sur ses débuts à City, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, j'espère me tromper, mais je vois pas Savigno comme le top player de cette équipe justifier un transfert à 100 millions d'euros. Parce que pour moi, je pense que tu serais d'accord avec moi, 100 millions d'euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire une saison où tu fais le double-double. Tu mets, allez, 15 buts, 10 passes D. C'est ça, où t'es un leader de ton équipe, quoi. Et, et voilà, et Savigno, je le vois pas mettre autant de buts. Les passes D, s'il a un bon numéro 9 parce qu'il a quand même une bonne qualité de passe, un bon pied gauche, mais les 15 buts, je le vois pas mettre des stats déliés 15 buts alors qu'il l'a pas fait, il en a mis deux l'année dernière à City. J'espère me tromper, mais Savigno, par rapport au prix du transfert et à ce qu'on attend de lui, pour moi, ce sera un flop. Non, bah écoute, j'aime bien tes réponses. Bah écoute, Sofiane, on a fait le tour. Merci à toi pour ta participation. Voilà, Merci du à toi, coup, Simon. arobase Sofiane Garma sur Twitter. N'hésitez pas à les C'est suivre. ça. Voilà, la Exactement, vous êtes nouvelle les voix de bienvenus. l'after, Bello Time. Je réponds aux DM, je suis à l'affût avec les gens qui aiment bien parler football, qui parlent dans le respect et qui proposent des contenus constructifs. Je suis ouvert à tout contenu. Donc, quand on parle football avec des gens intéressés, surtout des contenus comme celui-là, moi, ça me plaît de découvrir des équipes comme Sunderland, qu'on connaît un petit peu, mais
plus en profondeur avec des vrais passionnés français qui arrivent à t'expliquer vraiment les caractéristiques de l'équipe, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, Non, bah, force pour ton contenu, y a pas de force souci. pour la suite, et puis je te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet cette année. Mais il n'y a pas de souci, merci beaucoup frérot. Et d'ailleurs, si tu veux venir parler de Sunderland en DM un jour, c'est avec joie. Avec Parce que là, on plaisir. se retient un petit peu, tu vois, mais j'en ai des choses à dire. Nous, les frérots, on se retrouve du coup après-demain pour la vidéo sur Brentford. Merci encore Sofiane de ta participation et n'hésitez pas à liker, Merci à à vous toi. abonner les mecs. Et voilà, hein, salut à tous. Salut les gars. Ciao.